les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte, les impôts, Zoé Sagan, les incroyables fake news de la presse. Journaliste ou macroniste? Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Jean-Marie Nourtier, Philippe Bohen, Marie, Christophe. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Fake news sur Bribri. 10 prévenus dont la célèbre Zoé Sagan seront jugés ce lundi. On se pince. La France, c'est pas la patrie des droits de l'homme. Eh bien, aujourd'hui, des internautes sont poursuivis pour avoir écrit des tweets. La liberté d'expression n'existe plus, donc, et nos journalistes trouvent cela tout à fait normal. Et pourquoi? Pourquoi nos journalistes ne s'élèvent-ils pas contre cette mesure d'Ancien Régime? Eh bien, parce que nos internautes se sont attaqués à Brigitte. Attendez là, Brigitte est un personnage sacré? Pour nous, la réponse est bien évidemment non. Voilà, la liberté d'expression était autrefois reconnue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est fini. Et d'ailleurs, qui défend Zoé Sagan? Juan Branco. Oui, Juan Branco est l'avocat d'Aurélien Poisson-Atlan, le créateur du pseudonyme Zoé Sagan. Vous vous rappelez, Zoé Sagan avait un compte très populaire sur Twitter. Il critiquait de manière acerbe la saleté de nos élites. Que lui est-il arrivé? Compte supprimé, arrestation, garde à vue musclée, intimidation diverses et variées. Et son avocat, donc, est Juan Branco. Enfin, était. La Cour d'appel de Paris vient donc de confirmer la décision du Conseil de l'Ordre des avocats qui suspendait Juan Branco d'exercice de sa profession pour 9 mois. Il lui est reproché d'avoir pas respecté le secret de l'enquête et de l'instruction dans une procédure qui le concernait et l'exposait à un lynchage médiatique. C'était un acte de défense, rappelle maître Régis de Castelnau, avocat, face à une opération politique, l'accusant d'agression sexuelle dans le but évident de le disqualifier. On notera la sévérité de la sanction pour une infraction régulièrement utilisée par la presse, coucou Mediapart et autres, par les magistrats eux-mêmes, affaire François Fillon par exemple, les avocats aussi bien sûr, et par diverses officines, lesquelles ne sont jamais l'objet de la moindre investigation ni procédure, malgré les plaintes régulièrement déposées par ceux qui en sont victimes. On craint évidemment le pire pour la nouvelle procédure contre Juan Branco, pour avoir envoyé un courrier dans une enveloppe noire, et où le parquet a requis 3 ans de suspension, ce qui signifie la mort professionnelle pour Juan Branco. Cet acharnement contre Juan Branco est-il piloté depuis l'Élysée? Je vous laisse seul juge. Puis, vous connaissez les Macron, tout est comme. Alors avant le procès, il faut bien lancer le narratif. Oh, il est très simple. Brigitte est une pure victime de ces affreux complotistes. Brigitte la Sainte contre les démons comploplots. C'est débile, mais c'est repris par la presse. Avec cet épisode, Brigitte Macron découvre en consultant le site des impôts qu'elle avait été renommée Jean-Michel dit Brigitte Macron. Un chef de cabinet payé par nos impôts fait le récit de cette drôle d'histoire. Elle a porté plainte. 2 suspects auraient été identifiés. C'est un documentaire BFM TV qui est passé hier soir. Un documentaire, c'est vidi, du cinéma plutôt. C'est scénarisé avec de la musique pour soutenir le suspense et c'est gavé de fake news. On apprend par le directeur de cabinet, tiens, Bribri, un directeur de cabinet payé par nos impôts, que Bribri est donc victime d'un affreux complot. Il raconte l'histoire et ce monsieur a des hauts le cœur. Et dire que la presse va reprendre toute cette fake news. Panique à l'Élysée, le jour où Brigitte Macron a découvert qu'elle s'appelait Jean-Michel sur sa feuille d'impôt.
C'est avec ce type d'affaires que l'on mesure la complicité des journalistes avec le pouvoir. Car toute la presse a repris à la virgule près l'article dicté par BFM TV Élysée. Oui, j'ai trouvé 20 articles identiques dans Le Parisien, 20 minutes, Le Figaro. Pas un journaliste n'a contredit ce tissu de fake news. Et puis, l'affaire date de 2024. Elle a déjà été jugée, j'en avais parlé dans mes entretiens. Et les faits sont très différents de ceux qui sont rapportés par la presse. Les identités des personnes, par exemple, impliquées, ont été identifiées par les enquêteurs. Il s'agit d'un couple résidant en Haute-Corse, prénommé Laurent A, 41 ans, et Juliette A, 47 ans. Au printemps 2024, dans leur déclaration d'impôt, ils ont indiqué de manière patriotique à la rubrique Autres personnes invalides à charge une liste incluant des personnalités politiques, membres du gouvernement, parlementaires, Macron, etc. Et Brigitte Macron sous l'identité Monsieur Trogneux, dit Brigitte Jean-Michel. Petite digression. Lorsqu'on connaît ce que gaspillent nos politiques, on ne peut qu'adhérer à ce qu'ils ont écrit. Et en plus, c'est factuel, les politiques sont bien à notre charge. Mais voilà, cette manipulation a entraîné une correction automatique dans le référentiel de la Direction générale des finances publiques, modifiant ainsi l'identité de Brigitte Macron sur son propre espace personnel. Est-ce que les journalistes vous ont donné cet éclairage dans leur article ? Pas le moins du monde. Ils ont caché l'essentiel pour présenter Bribri en victime. Une collaboration avec le pouvoir assez écœurante, mais la suite est encore plus savoureuse. La procédure judiciaire. Le couple a été jugé par le tribunal correctionnel de Paris en février 2025. Bien que le tribunal ait reconnu que cette altération pouvait porter atteinte à l'honneur de Bribri, il les a relaxés, estimant qu'il s'agissait d'un bug informatique de la DGFiP, une malfaçon du système, plutôt que d'une usurpation d'identité intentionnelle. Le couple n'avait pas tenté d'accéder directement à l'espace personnel de Bribri et a présenté ses excuses. Intimidés, bien évidemment, et ils ont qualifié l'acte de blague stupide et irresponsable, motivé par un protest contre les politiques gouvernementales. C'est là où l'on mesure les incroyables fake news, parce que ce couple ont accompli un acte civique qui se transforme sous la plume de ces journalistes aux ordres en transphobie. C'est une immonde manipulation. Fake news transphobe contre Brigitte Macron, 10 personnes jugées à Paris à partir de ce lundi. C'est ainsi que les journalistes relient les deux affaires, le procès Zoé Sagan avec celle du couple de Haute-Corse. Ils participent donc activement à la défense de Brigitte Macron et surtout à la propagande élyséenne. Récapitulons. Il n'y a pas de transphobie mais résistance au macronisme. La liberté d'expression est bafouée. Et que dire de celle d'avoir une défense honnête, impartiale, puisque Juan Branco est mis sur la touche. Intimidé. Quant aux citoyens, ils n'ont plus le droit à une information honnête, elle est biaisée par tous ces journalistes. Cette affaire montre mieux qu'une autre qu'on est sous un régime qui n'a plus rien à voir avec la démocratie. Brigitte a des privilèges, les citoyens aucun. Et les journalistes font même pire. Tous ceux qui dénoncent le couple de pervers installés à l'Élysée sont insultés et traînés dans la boue par les journalistes aux ordres. Ces mêmes journalistes, en 2017, nous ont vendu un Macron Mozart de la finance. Oui, cet abruti dangereux qui a ruiné la France. Journaliste des saletés inqualifiables. Il y a comme une règle journalistique. Vous critiquez Brigitte, eh bien vous êtes automatiquement rangé dans la catégorie complotiste, conspirationniste, pro-russe et pourquoi pas anti-vax. Candace Owens est une complotiste, mais elle apporte certains éléments. Pourquoi vous n'essayez pas de les vérifier? Vous avez peur de certaines choses, messieurs les journalistes? Et puis, on l'a dit sur cette chaîne, cette affaire de Bribri aurait dû cesser depuis bien longtemps. C'était pourtant simple pour faire taire la rumeur. Bribri apparaissait avec son frère Jean-Mimi, bras dessus, bras dessous, et puis quelques photos et des témoignages crédibles. Nous n'avons rien, et à chaque fois que nous avons une photographie, elle est, comment dirais-je, curieuse, et je reste poli. Bribri n'a pas à exposer sa vie privée. Oui, Bribri n'a pas à exposer sa vie privée.
C'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ou dans la bouche des journalistes. Pardon, mais Brigitte Macron a instrumentalisé sa vie privée à des fins électorales. Et lorsqu'on travaille un petit peu sur ce qu'elle a présenté aux Français, on s'aperçoit que ce n'est qu'un tissu de mensonges. Doit-on rappeler tous les mensonges du poudré pendant la campagne électorale? Non, ça serait comme lire Le Bottin tellement ils sont nombreux. Un petit rappel cependant. Le mensonge fondateur. Selon la presse, Manu avait 16 ou 17 ans et Bribri 33 ou 36 ans, selon les versions, lorsqu'ils ont consommé leur relation. Pourquoi un tel mensonge? Vous le savez, si les Français avaient su l'âge de Manu, 14 ans, ils n'auraient jamais voté pour le psychopathe Damien. Et depuis 8 ans, Bribri est devenue une star people. Elle est partout. Macron, Aya Nakamura, la nuit dans une soirée. La belle vie pour eux, les impôts pour nous. La vie de Brigitte, on a l'impression de lire des Martine. Bribri à la Fashion Week, Bribri dîner de gala, Bribri icône de la mode, Bribri à l'école, Bribri à la plage, Bribri à la ferme. C'est sans fin. Et tous ces Bribri sont payés par les Français. Brigitte Macron coûte 316 000 € au budget de l'Élysée. Ce calcul ne prend en compte que le coût lié au fonctionnement de son cabinet. À cela, il faudra évidemment ajouter les coûts liés au déplacement, à la sécurité, le coiffeur, les vêtements. Souriez, c'est vous qui payez. Comment la presse a justifié ces dépenses injustifiables? Eh bien, elle a inventé le titre de Première Dame. Brigitte, Première Dame. Seul hic, ce titre n'existe pas dans notre Constitution. Les Français ont élu, hélas, Macron. Pas la chose trop mieux. Et dans la réalité, on se pose la question, est-ce que c'est pas Bribri qui gouverne? Blanquer a été nommé ministre de l'Éducation nationale par Brigitte Macron. Il ne s'est pas attaché à améliorer le lamentable niveau scolaire. Sa mission consistait à bourrer le crâne des gosses avec de la propagande transgenre. Coïncidence? Est-ce que l'on mesure le scandale démocratique? Blanquer, comme d'autres, ont témoigné. Bribri prend les décisions. Manu semble être un pantin entre ses doigts. Oui, ils sont nombreux à avoir témoigné. Celle qui s'apprête alors à devenir première dame, invention de la presse, convie donc Brigitte Tétinger, directrice de la stratégie et du développement de Sciences Po. Son directeur, Frédéric Mion et Olivier Duhamel. Ce ne sont pas des inconnus pour nous. Lors de ce mystérieux et discret déjeuner, qui se tient non loin des locaux parisiens de Sciences Po, Olivier Duhamel et Brigitte Macron parlent de l'avenir politique de son mari. En cette fin d'avril 2017, et alors que le poudré se voit déjà à l'Élysée, ils réfléchissent déjà tous deux à l'homme à choisir pour devenir le Premier ministre idéal. C'est l'un de ces repas dont Paris a le secret, écrit l'Express, au sujet de ce déjeuner. C'est ainsi que Brigitte Macron a imposé Édouard Philippe à Matignon. Si on tire les conséquences de ses choix politiques, Latrogneux est responsable de la situation désespérée de la France et de la colère des Français contre le poudré. Emmanuel Macron chute à 16% d'impopularité, son plus bas niveau. Vous vous rappelez que d'autres instituts de sondage présentent Emmanuel Macron aux environs de 14%. Plus de 70% des Français souhaitent son départ. Ses premiers soutiens, ceux de 2016-2017, sont en train de le quitter, comme Franz-Olivier Gisbert. Après, pour vous, ça n'est pas la Macron solution, a été évidemment. un très mauvais président. Hein, c'est clair, il ne peut plus se rattraper, c'est trop tard. Il pourra peut-être essayer de dissoudre, mais s'il dissout, il y aura une assemblée à peu près pareille. Les Français n'en veulent plus. Bon, très bien, il faut tirer les conséquences. Et il devrait... Fogg, écrivain, journaliste. Le poudré a été un très mauvais président. Fogg a soutenu à fond la candidature Macron en 2017 et reconnaît que c'est un très mauvais président. Pareil pour à peu près tous les journalistes en 2017. Conclusion, ce sont de très mauvais journalistes. Pour conclure cette séquence, le poudré est lynché par ses anciens soutiens, attaqué de toutes parts. Mais Bribri, quant à elle, continue d'être épargnée par la presse, alors qu'elle est certainement la plus coupable des deux. La raison ? Les journalistes ne peuvent pas reconnaître le haut niveau de propagande de 2016-2017 à son égard. Et puis, elle est intouchable. Elle est défendue par les féministes et les LGTB. L'héritage Macron.
La France court le risque d'un étouffement progressif. Le gouverneur de la Banque de France alerte sur la situation budgétaire. Les agences de notation, dette Moody's abaissent la perspective de la note souveraine de la France. C'est vrai qu'en 2017, la presse nous expliquait que c'était le Mozart de la finance. Quelques années après, c'est un désastre. Et Emmanuel Macron, c'est la faiblesse au niveau international. Alerte info Mercosur. Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne, assure que les 27 dirigeants ont donné mandat pour signer l'accord Mercosur. Mais Macron dément formellement. Macron ne compte plus, il est trop faible politiquement, il est le canard boiteux européen. Tous les jours, il y a des articles appelant à sa démission. Et les critiques les plus vives viennent d'ailleurs de son propre camp. Il ne peut pas se taire, Macron, face à un rejet massif des Français. Il ne peut pas se taire, s'agace un député macroniste ce lundi après la nouvelle bombinette du président. En déplacement en Slovaquie, Emmanuel Macron, 3 jours après avoir promis de se faire discret lors d'une rencontre avec ses députés, a récusé le terme de suspension de la réforme des retraites, obligeant le Premier ministre à recadrer ses propos le soir même. Malgré les efforts déployés par ses conseillers pour tenter de ceinturer un président qui ne supporte pas que tout ne procède pas de lui, c'est plus fort que lui, Macron veut continuer à se mêler de tout, au point que ceux qui furent pour la plupart élus députés sur son nom s'en éloignent. C'est ce que je vous annonçais jeudi. Macron est poussé vers la sortie. Et plus le temps passe, et plus cela devient une évidence. L'éditorial excellent de Vincent Trémollet de Villers. Examen du budget à l'Assemblée. L'autre, éco-anxiété. Ceux qui se lèvent tôt, ceux qui travaillent dur, ceux qui contribuent beaucoup trop, observent le spectacle avec angoisse. Est-ce bien raisonnable de confier les finances de la nation à la nef des fous ? Après le fou en chef Macron, le socialiste Olivier Faure. Si le gouvernement Lecornu ne supprime pas la réforme des retraites, nous censurons. Olivier Faure. L'État ne supprime pas la réforme des retraites, mais la décale, et encore, pas de censure. Si vendredi le gouvernement ne change pas d'avis, nous censurons dès lundi. Olivier Faure. Si lundi le gouvernement ne change pas de stratégie, nous censurons vendredi Olivier Faure. Il faut attendre le 4 novembre pour une éventuelle censure. Ces gens-là se moquent des Français, tout est acté. Il faut également rappeler qu'Olivier Faure soutient le gouvernement depuis 8 ans. Macron et Bribri ont ruiné les finances publiques et Olivier Faure sort de sa boîte et accuse les riches, entre guillemets, de la situation financière du pays. Oui, le poudré et Olivier Faure travaillent de concert. Cela sonne comme une évidence. Olivier Faure dévoile son plan machiavélique, vous faire les poches. Il va falloir prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui ont les moyens. Le socialisme ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus d'argent dans les popoches. Olivier Faure veut taper, taper et encore taper. Taper ? Ce monsieur a un programme très clair. Taper, taper, taper. Quand un politique en est là à vouloir taper des gens, il faut le virer. Avec politesse, oui, mais très vite. Parce que si ces mots tapent déjà, imaginez ses actes. Les mots disent l'âme, ou plutôt son absence. Toujours entendre ce qui est dit et répété. Monsieur Faure aime trop ce verbe. Ces socialistes devraient retourner à l'école, parce qu'à chaque fois qu'on tape les classes aisées, ceux qui investissent et qui travaillent, il y a toujours la même conséquence, un appauvrissement généralisé. Et puis ces socialistes, toujours le mot pour rire. Michel Sapin dit que le ras-le-bol fiscal est loin d'être atteint et veut vous taxer plus. Que les gens paient des impôts, c'est la moindre des choses. Je plaide pour une taxation accrue. Le ras-le-bol fiscal est loin d'être atteint. Complètement taré. C'est plus que cela. C'est un socialiste. Il est accusé par une journaliste alors qu'elle se penchait pour faire une interview. Eh bien, Michel Sapin lui a tiré l'élastique de sa petite culotte. Ça s'est très mal passé. Il est également ce ministre de François Hollande qui a fait voter des lois portant son nom, Sapin 1 et Sapin 2. Des lois imposant des règles financières strictes, contraignantes, pour moins de corruption et plus de transparence. C'est bien, me direz-vous. Attendez la suite. Michel Sapin, lorsqu'il a quitté Bercy, est entré dans le cabinet Franklin. Quel était son rôle ? Eh bien, conseiller des institutions financières pour détourner les lois qu'il avait mises en place. Sapin 1,
et Sapin 2. Socialiste, quoi. Le Sénat rétablira la réforme des retraites si l'Assemblée la suspend, prévient Larcher, le Parisien. Mais quelle farce! Vous voyez venir la suite? Les socialistes imposent des taxes à tout va, et notamment sur la France qui travaille, pour couvrir le poudré de sa gestion calamiteuse. Et Larcher, par la suite, va détricoter toutes ces taxes et surtout suspendre la réforme des retraites pour obéir à l'Union européenne. C'est le plan d'Emmanuel Macron pour durer. Pourquoi Macron ne pourra presque plus dissoudre l'Assemblée après le 15 novembre? Le pouvoir de dissolution du président de la République a lui aussi ses contraintes. Passé le 15 novembre, la mécanique budgétaire rendrait tout recours à l'article 12 quasiment impraticable. Souhaitons bon courage à nos députés, tous bords confondus, qui devront encore tenir jusqu'au 15 novembre dans leur opposition d'opérette, histoire de pouvoir passer Noël au chaud. Les discutailleries budgétaires, aussi futiles qu'interminables, ne servent qu'à gratter du temps, puisque tout le monde sait bien que le budget sera, au final, promulgué par ordonnance. Prochaine fenêtre, début 2026. Mais attention, il y a les municipales, donc il ne faudra pas froisser le calendrier électoral. Mi-mai 2026, oui, mais non, il conviendra de trouver une crise ou de nombreux prétextes. Été 2026, ah non, ce sont les vacances. Octobre 2026, non, il y a le budget, etc. C'est ce que je vous annonçais jeudi. Les partis politiques, les cercles économiques, les européistes veulent la démission d'Emmanuel Macron. C'est le boulet. Mais ils ne veulent pas la dissolution en premier. Ce serait trop catastrophique pour eux. Alors Macron s'accroche à ce fil et essaie de gagner du temps. Jusqu'à quand? Affaire du Louvre, des rebondissements. C'est sécurisé là, les vitrines, déclare Hilar Rachida Dati le lendemain du casse du Louvre lors de l'inauguration de la Fondation Cartier en face du musée meurtri. Mais voyez ça, c'est incroyable. On parle du vol, du patrimoine national, dans une hilarité générale. Cela me fait penser au rire des macronistes devant Notre-Dame qui brûlait. L'attitude de Rachida Dati renforce les soupçons qu'on a développés la semaine dernière, ne trouvez-vous pas? Rebondissement donc, malgré l'arrestation de 2 individus, les 8 joyaux de la couronne de France, d'une valeur de 88 millions d'euros, n'ont toujours pas été retrouvés ce dimanche soir. Et même pire, le parquet de Paris n'est pas content, car l'arrestation des 2 suspects à Roissy-Charles de Gaulle, en partance pour l'Algérie et le Mali, n'aurait jamais dû fuiter. Mais des policiers ayant des arrangements avec certaines chaînes d'infos ont fait circuler l'information. Ce qui a permis aux 2 autres complices d'échapper à la police. Il y a comme des doutes qui deviennent des certitudes. Benoît Payan et Sacré-Cœur. Rebondissement également. Le maire de Marseille, vous en souvenez, nous étions le 23 octobre, Benoît Payan a annulé la diffusion du film Sacré-Cœur 1 heure avant sa projection, invoquant une atteinte au principe de laïcité. Ce n'était qu'un prétexte. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Sacré-Cœur a obtenu un visa d'exploitation du CNC l'autorisant à être diffusé dans toutes les salles de France, même les 386 salles gérées en régie municipale sur les 2045 cinémas que compte la France. Face à cet abus d'autorité, le sénateur Ravier attaque. On l'écoute. Lors du tribunal administratif de Marseille, où notre avocat, maître Grégoire Belmont, a brillamment défendu cette liberté d'expression, a brillamment dénoncé cette censure que le maire de Marseille, Benoît Payan, a infligée à ce film documentaire Sacré-Cœur. Voilà, moi je suis assez confiant, une plaidoirie vraiment ciselée, détaillée, petite demi-heure, mais bien nourrie, voilà, bien riche, face à un avocat de la ville de Marseille complètement largué, aucun argument. Bon, vous allez me dire que je ne suis pas tout à fait impartial dans cette affaire, mais vraiment, les arguments sont là. Merci encore une fois à Maître Belmont. Merci à la Griffe, l'association de Bernard Anthony qui nous a soutenus dans cette procédure. Puis merci à Sabrina et à Steven Grunel, les réalisateurs, qui nous ont eux aussi officiellement suivis, soutenus pour que la liberté artistique puisse aussi à Marseille avoir lieu, que les Marseillais puissent avoir accès à l'ensemble des œuvres artistiques, y compris lorsqu'elles reposent sur la foi, y compris lorsqu'elles reposent sur la foi chrétienne. Voilà. Réponse du juge en quelques heures. Je vous tiens au jus.
Et c'est la victoire. Le tribunal administratif de Marseille ordonne la reprogrammation donc des diffusions du film Sacré-Cœur au château de la Busine. Nous ne laisserons jamais nos racines chrétiennes être bafouées et piétinées. Benoît Payan, quant à lui, humilié. François Asselineau sur l'affaire Lola. Selon une étude commandée récemment à Darmanin, une personne détenue en France coûte environ 32 000 € par an à l'administration. Une détention pendant 40 ans coûte donc approximativement 32 000 x 40, 1 280 000 € aux contribuables français. Et donc, la détention pendant au moins 40 ans de la meurtrière de la jeune Lola va contraindre la meurtrière à passer toute une vie absurde et sans espoir derrière les barreaux et coûter environ 1 280 000 € aux contribuables. Quelle solution vous paraîtrait meilleure ? Êtes-vous dans les 62 %? La liberté d'expression, encore une fois, menacée par les escrologistes. La désinformation climatique n'est pas une opinion, c'est une menace. Avec plus de 40 collègues députés de tous bords politiques, nous co-signons la tribune appelant à légiférer pour mieux la combattre. Comme quoi à l'Assemblée, on arrive à travailler ensemble. Normal, vous êtes tous européistes. Quand des politiques veulent légiférer sur la vérité et sur le droit d'exprimer une opinion, vous pouvez être certain que vous avez affaire à une forme aboutie du fascisme, en tailleur et costume 3 pièces cette fois. Jusqu'au bout, l'escrologisme mafieux et autoritaire, au service d'intérêts étrangers corrupteurs, aura servi d'alibi aux dérives antidémocratiques du macronisme. Le parti du président finit sa trajectoire en officine de l'hyper-contrôle de nos sociétés, animé par une passion sordide, vouloir contrôler le vrai et le faux. De mouvement progressiste, il se reconvertit en agence centrale de contrôle social pour corriger le peuple qui persiste à penser tout seul. Cela s'appelle un naufrage éthique au service d'intérêts anti-français. Et puis, faut-il rappeler à tous ces députés analphabètes que la science progresse par la contradiction? International, bonne nouvelle en Argentine. Plus 64 députés, plus 10 ou 16 sénateurs pour Javier Milei. Le parti de Javier Milei remporte haut la main les élections législatives en Argentine. Et pourtant, la presse aux ordres avait expliqué qu'il allait prendre une grosse raclée. Une victoire à méditer pour notre droite. Le formidable triomphe de Javier Milei ce soir est une leçon pour la droite française qui, à chaque fois depuis 50 ans, a échoué au pouvoir parce qu'elle a systématiquement manqué ce qui fait le succès du président argentin. Des convictions fortes et le courage d'agir. C'est vrai que les convictions avec Retailleau évoquées. Allez, page internationale toujours. Ne manquez pas le bulletin 261 de Xavier. L'armée russe avance, avance et avance encore. Prise de Rodinskoye et verrouillage du chaudron de Pokrovsk. Le nettoyage a commencé. Les autorités ukrainiennes, militaires et civiles, reconnaissent aujourd'hui unanimement que la situation sur le front de Krasno-Armeïsk est catastrophique pour leurs forces armées, dont environ 5000 combattants sont aujourd'hui encerclés dans les villes de Krasnoïarmisk, Pokrovsk et Mimograd plus à l'est. L'effondrement des derniers bastions ukro-atlantistes du Donbass n'est certainement pas étranger à la volonté affichée par la coalition des volontaires menée par Bruxelles, Paris, Berlin et Londres de vouloir accélérer leur projet de déploiement de troupes européennes en Ukraine. En effet, il ne reste plus que 7 grands bastions ukro-atlantistes dans le Donbass, dont 2 sont sur le point de tomber. Pokrovsk et Kupiansk, où 5000 autres soldats ukrainiens sont également encerclés. Après ces dernières villes industrielles du Donbass, encore occupées par les forces ukro-atlantistes, il n'y a plus aucun obstacle majeur fortifié au naturel jusqu'au fleuve Dniepr, qui est aujourd'hui à moins de 100 km de l'avant-garde russe. Même la députée Bezoula l'a reconnu, c'est calamiteux. Alors que font les macronards pour cacher la vérité de cet effondrement aux Français? Oh, comme d'habitude, de l'inversion accusatoire pour brouiller l'écoute. Jean-Noël Barrot, à son arrivée au Conseil Affaires étrangères. Ukraine, le régime de Vladimir Poutine est en échec militairement, politiquement et économiquement. On arrête quand ces déclarations ridicules, nous dit Régis Le Sommier, alors que Kupiansk et Pokrovsk sont en passe de tomber, soit 2 villes clés du rideau défensif ukrainien dans le Donbass, et que sur Zaporojja et Kherson, les Russes ont repris l'offensive.
Ce matin, ils bombardaient le lieu de départ de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Sur LCU, c'est encore plus délirant. Je reviens de Moscou, nous dit Didier Maisto. Tout ce que vous racontez est faux. Il n'y a aucune queue dans les stations. Mais des Porsche, des Mercedes, des Aurus, des Range Rover par milliers. Un parc automobile dont la valeur est plus de 2 fois supérieure au nôtre. Il y a 4 indices d'essence, 92, 96, 98, 100. Et le litre vaut entre 50 centimes d'euros, 92, et moins d'1 euro, le 100. Vous racontez n'importe quoi, n'importe quoi. C'est une honte. Une honte. Et le pire, c'est qu'on commence à être habitué. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Tanguy, un peu goguenard. Merci Monsieur le Président. Au nom de l'article 1 du Code des déontologies, je voulais savoir si vous pouvez saisir le déontologue, parce que est-ce que sacrifier les emplois et l'argent des Français est valable pour acheter les voix des socialistes? Merci. Sur LCI, faire exactement comme eux, ces propriétaires qui font appel à des gangs pour déloger les squatteurs. Voilà où mène l'immobilisme politique, le laxisme et la longueur de la justice et l'idéologie du monde à l'envers. Les macronistes, c'est sans limite. Le député macroniste, Pierre Cazeneuve, fait une vidéo malaisante sur le contre-budget du Rassemblement national. Rappel, son parti est à l'origine de plus de 1300 milliards de dettes, 66 000 défaillances d'entreprises en 2024. La Macronie est un puits sans fond de médiocrité et de néant. Les mêmes vont te dire que les réseaux sociaux sont abrutissants pour les enfants, alors que ce sont eux qui font des contenus abrutissants. Peu importe ce qu'ils combattent, ils n'ont aucun argument effrayant et toujours le même népotisme. Devinette, qui suis-je? Je crois que vous l'avez reconnu. Vol des bijoux au Louvre, François Hollande, pareil à lui-même, avec une analyse particulièrement affûtée. Pour lui, les auteurs avaient de fortes probabilités d'être russes. Mais quel boulet! Non, ils sont en partance pour l'Algérie et le Mali. Attention, mauvais goût selon le Parisien. C'est une vulgarité extrême, la Maison Blanche, royaume du bling-bling de Donald Trump. A l'inverse, la grenouille en plastique à 4 pattes, anus découvert place Vendôme, juste devant le ministère de la Justice, incarne le pinacle de la retenue comme de l'élégance, ainsi que le massacre de l'Élysée. Trump a mauvais goût? Et Brigitte, le Parisien? Et puisqu'on vient d'évoquer la Kermite, fin de la séquence Kermite, chronique d'un fait l'annoncé. Et puis, la nuit a été rude. Halloween, attention au déguisement. Celui-là fait vraiment peur. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.